Bonsoir, je suis Erwin Avalon. Ça me fait bizarre, une conférence en français exclusivement, quelle merveille. Et alors ce soir, la demande est un peu particulière. C'est comment aider les personnes à faire un deuil. Alors déjà, la question du deuil est beaucoup plus large que ce qui concerne les décès. J'ai très souvent, par exemple, eu affaire à des patients qui n'arrivaient pas à faire un deuil amoureux. Et c'est donc extrêmement pesant parce que derrière, il y a toute une histoire. Il y a, en fait, on peut dire que la personne a du mal à tourner les pages. Ça peut se comprendre dans la mesure où l'affect peut avoir été très important, mais il y a aussi souvent des problématiques d'abandon gigantesques. Donc, si vous voulez, la question du deuil pose celle de l'abandon et pose celle des mémoires d'abandon qui nous ont précédés, enfin, que nous avons de notre passé. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas ces problématiques-là et qui, dans les histoires amoureuses, 3 jours après avoir rompu, elles sont déjà avec quelqu'un d'autre. Je connais des gens que j'ai jamais vus seuls et pourtant, comme on dit, ça valse. Hein. Donc, on peut dire que ces personnes-là n'ont pas de problématique d'abandon ou que si elles l'ont eu, elles l'ont bien résolu. Mais ça peut être aussi une fuite pour éviter de se retourner sur la situation. On se projette tout de suite dans une autre et ça ne garantit pas qu'on ait véritablement élaboré la situation. On dit même qu'au niveau amoureux, il ne faut jamais venir après une grande histoire d'amour parce que entre deux personnes, donc être la pièce rapportée auprès de deux personnes qui viennent de se séparer, parce que justement, la personne qui sort d'une forte histoire d'amour va vous utiliser, on va dire, pour panser ses plaies, on va dire, vous allez servir de baume, d'onguent, voilà, qui va passer sur les blessures émotionnelles et après, on va vous jeter parce que vous aurez fini votre travail. Voilà. Mais là aussi, si une personne se retrouve dans cette situation, c'est qu'elle a aussi des mémoires spécifiques à régler en lien, en l'occurrence, avec le fait de servir de serpillère après après une inondation qui a frappé quelqu'un d'autre. Alors, donc, problématique d'abandon. Et ça peut être très violent. Alors, si vous voulez, en psychologie, on dit qu'il y a une situation programmante et des situations déclenchantes. Voilà. Donc, je prends le cas de l'abandon, justement, puisque c'est la question du jour. Je me souviens d'avoir eu en thérapie un jeune homme, enfin, je n'ai pas eu en thérapie, j'ai eu en thérapie son copain qui, en 2 séances, avait réglé son histoire, qui était une histoire de manque d'assurance avec les filles. Il devait avoir 17-18 ans. Et il me dit, il partait étudier à Strasbourg, il me dit, est-ce que tu peux t'occuper de mon meilleur ami Bon, j'ai dit, passe-lui mes coordonnées. Le copain m'a appelé. On s'est vu 2 fois à la plage, mais il n'a jamais fait la demande. Et un an après, peut-être, il m'appelle en disant, j'ai absolument besoin de te voir, c'est urgent. Alors je lui dis, viens demain. Il me dit, non, non, maintenant, je suis en train de devenir fou. Alors, je dis, ah bon, oui, il me dit, j'ai les doigts qui poussent, qui se transforment en toile d'araignée, et je me trouve prisonnier de l'immense toile d'araignée qui sort de mes doigts. Bon, alors, je veux dire, là,
il m'a convaincu tout de suite. Hein. Je n'ai pas hésité un instant. Je lui ai dit bon, viens tout de suite. J'ai un rendez-vous, mais tu vas m'attendre 1 heure. Je vais faire le plus vite possible. Il arrive. Bon, évidemment, il faisait une crise schizophrénique. Bon, alors, je le calme un peu. Je lui dis attends. Et je reviens 1 heure après, il me dit j'ai tellement pleuré, j'ai utilisé toutes les serviettes et tous les torsons qu'il y avait chez toi. Ah Voilà. Donc, je l'ai de nouveau calmé. Là, j'ai dû passer bien 2 heures avec lui. Après, quand j'ai considéré qu'il allait mieux, je l'ai renvoyé en voiture, il habitait Menton. Et donc, j'ai téléphoné à sa mère en lui disant votre fils arrive, appelez tout de suite le médecin de famille, je crois qu'il a une crise schizophrénique, voyez ce qu'il y a lieu de faire avec le médecin. Et le lendemain, le jeune homme appelle de l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc, alors, du coup, j'ai appelé sa mère et l'histoire du garçon était la suivante. Au moment de la naissance, sa mère fait une dépression postnatale et elle part 1 an en hôpital psychiatrique. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait un premier abandon. L'abandon de la mère, c'est rude, c'est douloureux. Et il peut même y avoir des abandons enregistrés pendant la période fœtale. Et c'est un travail fantastique de remonter à ces époques-là, parce que souvent les problématiques psychologiques d'un individu remontent à la période fœtale. Alors comment voulez-vous qu'il ait accès lui-même à ces mémoires-là? Donc, il faut l'aider. Il faut qu'il fasse une recherche. C'est tout on va dire, l'apport de la psychogénéalogie, c'est d'avoir inscrit dans la problématique psychologique d'un individu les informations et les mémoires qui le précèdent, et en tout cas qui précèdent déjà sa naissance physique. Mais de la conception à la naissance, on a déjà tout un tas de mémoires qui sont enregistrées. Donc, quoi qu'il en soit, la mère revient au bout d'1 an et donc il habitait chez ses grands-parents. On aboutit à un deuxième abandon. Le premier de la mère à la naissance, le deuxième des grands-parents 1 an après. Quand le gamin a 6 ans, elle fait une nouvelle dépression, elle repart 1 an à l'hôpital psychiatrique. Nous avons donc un 3e abandon. Au bout d'1 an, elle revient, 4e abandon, de nouveau des grands-parents. 2 ans après, les parents divorcent. 5e abandon. Vous imaginez le bagage que se transporte ce garçon, qui avait 20 ans quand... Et en fait, il a fait sa crise schizophrénique d'une façon tout à fait étonnante, parce que il venait d'avoir 20 ans, son père, qui était donc divorcé depuis 14 ans de sa mère, a eu un autre garçon. 14 ans après, il a eu un 2e enfant, qui était aussi un garçon. Et bien sûr, la naissance du frère a réactivé les mémoires du jeune homme. Et ça a réactivé l'abandon qu'il a subi quand il avait 1 an. Donc, moi, j'ai demandé, la première chose que j'ai faite, c'est de demander à la mère de venir me voir en consultation, pas pour elle, mais pour... alors, déjà, ça, j'avais su au téléphone. Hein. Donc, là, je la pousse à dire à son fils... raconter son histoire, parce qu'il ne savait pas que sa mère avait fait une dépression postnatale à sa naissance. Et alors la femme était pleine de culpabilité, donc on ne peut pas insister auprès d'une personne qui a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et je ne pouvais pas lui dire, quand elle m'a dit non, je ne me sens vraiment pas de dire à mon fils ce qui s'est passé. Voilà, donc le résultat, c'est que j'ai appelé le copain qui me l'avait présenté
dont la mère était une amie des parents, qui a appelé le père en lui transmettant la demande de raconter à son fils, quand il sortirait de l'hôpital psychiatrique, j'espère que vous me suivez, de raconter à son fils, quand il sortirait de l'hôpital psychiatrique, l'histoire de sa toute petite enfance, de la première année de sa vie et donc les 2 premiers abandons, ce que le père a fait. Alors là, si vous voulez, le premier abandon à la naissance, c'est ce qu'on appelle une mémoire programmante, une situation programmante. Et les abandons successifs sont des situations déclenchantes, c'est-à-dire qu'elles vont redéclencher la mémoire d'origine et donc elles vont réactiver la souffrance des origines. Et plus il y a, on va dire, de situations déclenchantes, plus la souffrance s'intensifie. Il y a un moment où si vous voulez, la naissance du frère, c'était un nouvel abandon envers le père. Le père l'abandonnait pour son frère. Donc, si vous voulez, on entrait complètement dans cette dynamique de l'abandon. On en était au 6e. Et je veux dire, ce garçon-là, que je n'ai jamais vu en thérapie parce que quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique, il n'est pas venu me voir. Et après, on a continué à s'appeler. Et puis, pendant 2 ans, il a eu une petite amie. Le jour où sa petite amie l'a quitté, donc a réactivé la mémoire d'abandon sur laquelle il n'avait pas travaillé, il a demandé à un de ses copains de lui prêter une voiture de course. Il est parti, il s'est tué. Voilà. On en était au 7e abandon, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est rédhibitoire. Il y a un moment où, si vous voulez, le poids des mémoires est d'une violence telle que l'individu ne peut plus s'en sortir. Donc, la thérapie, c'est vraiment une délivrance des mémoires. Donc, et en fait, la thérapie, c'est un deuil. C'est le deuil de toutes les mémoires auxquelles nous sommes attachés qui nous détruisent. Enfin, c'est ça qui est totalement extraordinaire. Vous comprenez ce truc de fou? Nous sommes tellement attachés aux mémoires qui nous détruisent que nous n'arrivons pas à les lâcher. C'est absolument incroyable quand on y pense. Mais on peut dire que je pense qu'un des éléments majeurs qui caractérise la vie de l'individu, c'est la fidélité. Et si vous voulez, la première fidélité, nous l'avons envers nos parents. Parce que s'ils nous abandonnent, on est très mal. On sait que la condition d'orphelin n'a jamais été très favorable dans l'histoire de l'humanité et des individus. Donc, il y a fidélité. Alors, qui dit fidélité aux parents dit fidélité au passé. Et va dire fidélité particulièrement à un passé où la dépendance aux parents est totale. Et donc, on retrouve les 6 premières années. Et donc, il y a une fidélité considérable aux 6 premières années, c'est-à-dire à toute cette dimension de mémoire qui est, on va dire, qui relève du domaine de l'inconscient. Et alors, cette fidélité aux mémoires des parents se transforme en fidélité aux mémoires de souffrance. Pas seulement, nous avons aussi une fidélité aux magnifiques moments. Mais si vous voulez, c'est mon interprétation, les mémoires de souffrance pèsent plus lourd que les mémoires de joie. En tout cas, pour certains individus, ça pèse plus lourd. Ou, on va dire autrement, je pense que nous arrivons dans la vie avec un compte bancaire émotionnel. Comme il y a un compte bancaire matériel, il y a un compte bancaire mental, un compte bancaire émotionnel. Et dans ce compte bancaire émotionnel,
vous avez, on va dire, des réserves de joie et des réserves de souffrance. Bon, au début, vous avez les réserves de joie, et puis qui sont prédominantes probablement encore que chez certains individus qui ne peuvent pas naître, qui ont du mal à naître, qui refusent de naître. On peut supposer que les mémoires de souffrance sont déjà prévalentes. Et voilà, donc si vous voulez, et c'est une question d'équilibre, de balance. Et il y a un moment où l'accumulation de souffrance peut faire pencher la balance de ce côté-là. Et du coup, l'individu va être essentiellement fidèle à ses mémoires de souffrance. Donc, ce qui va traduire le pessimisme, le défaitisme et tout un tas de la tristesse, et puis qui constitue tout de même un moteur éventuel à la dépression et puis à des maladies psychologiques importantes. Si vous voulez, c'est la raison pour laquelle notre potentiel joie est absolument, absolument, absolument fondamental. Bon, petite digression, si vous voulez, les Indiens d'Amérique, quand on les a envahis par l'alcool, considéraient que l'alcool était divin parce que dès qu'ils buvaient et qu'ils s'enivraient, ils étaient dans une joie extraordinaire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'alcool va utiliser les banques de joie que nous avons dans notre mémoire. Et il y a un moment où les banques de joie sont épuisées par l'alcool et l'alcool devient triste. Et ensuite, si les gens continuent à boire, ils passent de l'alcool triste à l'alcool violent. Et tout ceci parce qu'il y a des banques de données d'origine dans notre, on va dire, mémoire archétypale. Voilà, donc c'est extrêmement important de se libérer de ces mémoires de souffrance, de pesanteur, pour rééquilibrer la balance. Et puis, à tout moment, il faut être d'une vigilance extrême à ne pas nourrir ces schémas de pessimisme, de rumination mentale, ainsi de suite. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Parce que justement, quand des vieux schémas du passé, des enregistrements du passé ou des mémoires, on va dire programmantes, sont réactivées par des événements déclenchants, eh bien l'individu est complètement dans une phase de rupture. Et c'est là qu'il a vraiment besoin d'être aidé. Et si vous voulez, moi je considère que la thérapie n'est véritablement effective que si nous remontons, si nous aidons l'individu à remonter à sa mémoire programmante. Et là, après, on peut la déprogrammer. Il y a un certain nombre d'outils possibles de déprogrammation. Voilà, mais alors, donc si vous voulez, par rapport à la question qui nous a été posée, comment aider une personne devant un deuil, qui peut être une rupture amoureuse, qui peut être une rupture familiale. Je veux dire, il y a des situations dans une famille où les gens ne s'entendent plus et puis la seule solution, c'est de ne plus se voir. Il y en a qui refusent de voir d'autres personnes qui vont rentrer en dépression, par exemple. Voilà. Alors, le deuil, c'est aussi c'est une situation d'abandon. Et les vivants, eh bien, doivent travailler sur la problématique d'abandon. Et qu'est-ce que c'est que l'abandon? C'est la disparition dans le plan physique d'une personne ou une situation n'est une personne à laquelle nous étions attachés n'est plus là. C'est ça le deuil.
Donc la question, c'est comment aider la personne à surmonter ce départ de son champ énergétique de l'autre personne. Voilà, et puis il y a des gens qui ne font de toute leur vie jamais le deuil. J'ai vu des gens qui avaient perdu un enfant et 35 ans après, ils vivaient avec le fantôme de cet enfant. Mais on peut vivre avec le fantôme d'un enfant qui est devenu un ange et donc ça veut dire qu'on a transformé la situation, on l'a rendue belle. Et par contre, il y en a qui vivent avec le fantôme du cadavre. Et là, on n'est absolument plus dans la même situation. Bon, c'est curieux effectivement que ce thème ait été abordé ce soir parce que ce matin, j'ai appris qu'une très grande amie qui pendant 15 ans ou plus, peut-être 20 ans, m'a organisé tous les stages en Italie est partie de l'autre côté. Et donc j'en profite pour la remercier infiniment là où elle se trouve on va dire, de l'aide, du soutien, de on va dire, de l'agencement, de l'organisation extraordinaire avec une autre amie. Et si vous voulez, là, j'ai vu qu'on avait une association, c'était très intéressant parce que j'ai proposé aux différents membres qu'on lui envoie une couronne. Et alors, il y a une personne qui a répondu les fleurs, elles vont se détruire, autant envoyer de l'argent à sa famille pour qu'elle fasse un don à une association de gens défavorisés. Voilà. Et j'ai répondu, mais attends, pour moi, elle est totalement vivante encore. Et le plus beau cadeau qu'elle va pouvoir recevoir, c'est les fleurs, parce que les fleurs sont toujours accompagnées par des anges. Et les anges sont les gardiens des défunts qui les amènent progressivement à se tourner vers le ciel. Et là, il y a toute une connaissance à dévoiler sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Il y a des conférences là-dessus déjà. Voilà, et si vous voulez, je trouvais absolument incroyable que, si vous voulez, si c'est tellement, si notre tradition insiste sur les fleurs lors des enterrements, c'est pas seulement par le symbole des fleurs, c'est que, et plus les fleurs sont parfumées, plus le monde angélique qui accompagne leur croissance reste et accompagne les fleurs. Voilà, et donc, alors après, on se retrouve devant une problématique, c'est que le deuil va être beaucoup plus violent chez les personnes qui ne croient en rien que chez les personnes qui croient, bien entendu, au continuum de la vie après la mort. Et si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que les personnes qui ne croient en rien, est-ce qu'elles ne sont pas victimes d'un syndrome d'abandon ? Puisqu'en tout cas, elles ont abandonné le ciel. Est-ce que ça ne veut pas dire que le ciel les a abandonnées ou qu'elles ont senti que le ciel les avait abandonnées quelque part sur leur cheminement? Je ne sais pas. Si vous voulez, ça, ce sont des questions qui vont surgir durant la thérapie, durant une rencontre, on va dire, de soutien thérapeutique à une personne. En tout cas, si vous voulez, la souffrance la plus grande de la personne, c'est de ne plus pouvoir disposer de la présence physique du disparu. Et là, eh bien, il ne faut surtout pas que la personne lutte. Hein. Donc, si vous voulez, nous savons que, par exemple, un des outils que je propose, c'est en cas de problématique émotionnelle,
on envoie la lumière à nos émotions. Donc, on peut envoyer la lumière à notre tristesse. On va dire, on fait coup double. Après, vous allez dire, oui, mais bon, tout le monde n'est pas capable d'envoyer la lumière. Et vous aurez raison. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, moi, un des exercices que je propose, c'est par exemple, à chaque fois que la personne sent ce vide existentiel l'envahir, qui en fait, le vide, c'est un manque d'amour. Donc en réalité, le deuil amène les personnes à être confrontées au manque d'amour, qui est aussi une autre forme de l'abandon. Mais on peut aussi choisir, disons, poursuivre, on va dire, la consultation thérapeutique en essayant de prendre le chemin à quel moment de ta vie est-ce que tu avais tellement besoin d'amour, est-ce que ça t'a manqué, hein? Mais en tout cas, un outil, c'est quand la personne sent ce vide à l'intérieur, c'est qu'elle a besoin de cet amour et il faut qu'elle passe dans le pôle donné. Donc moi, je suggère par exemple, si elle a des animaux, eh bien qu'elle s'en occupe, qu'elle donne la nourriture aux animaux. Et si elle a des plantes, qu'elle aille arroser les plantes, mais à chaque fois, c'est un don aux défunts dont elle a du mal à faire le deuil. Il faut vraiment que si vous voulez, il faut tout mettre en œuvre pour que l'amour de cette personne ne se tarisse pas. Donc, il s'agit de transférer, de trouver les moyens de transférer le manque d'amour envers le défunt vers d'autres personnes, si vous voulez. C'est comme quand un fleuve a plusieurs branches et qu'il y en a une qui est bloquée par un barrage. Donc, il faut arriver à transférer, on va dire, sur les autres branches, eh bien, l'énergie qui était envoyée sur ce canal de notre fleuve. Voilà, et après, là, on peut être extrêmement inventif pour trouver des moyens de dérivation de cette force d'amour que la personne n'arrive plus à manifester parce que l'échange avec le protagoniste qui était on va dire, un des personnages dominants de ce transfert ou de ce mouvement énergétique d'amour envers le monde, eh bien, pour que ça se fasse. Et si vous voulez, beaucoup de gens disent « Oh, la spiritualité, c'est une fuite. » Très souvent, les gens font ça parce qu'ils sont faibles et gna 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 gna. Mais en tout cas, est-ce que c'est être faible que vouloir communiquer avec le cosmos et l'univers tout entier plutôt qu'avec les quelques personnes que la vie nous envoie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, le fait d'être en lien avec l'univers, ça ouvre tellement de... C'est comme si le fleuve d'amour avec lequel on était branché devient tellement gigantesque que même si, disons, une petite rivière qui va alimenter ce fleuve gigantesque s'arrête de couler, eh bien, les flots dans lesquels nous baignons sont suffisamment puissants pour ne pas amener un effondrement de l'énergie. Voilà, et donc, rien de tel, bien entendu, que la dimension spirituelle pour surmonter les problématiques d'abandon et pour surmonter les problématiques de deuil. Voilà, bien sûr, la présentation que je fais n'est absolument pas exhaustive, c'est un domaine très large et puis, encore une fois,
en thérapie, on est sur de l'individuel, sur du subjectif, et donc il faut bien être à l'écoute de la personne et puis et trouver aussi des réponses et des solutions adaptées à cette personne. Mais en général, d'après ce qu'elle nous raconte, contient déjà les solutions en germe. C'est au thérapeute de bien entendre, de tirer, on va dire, les marrons du feu et voilà, et d'en faire des outils thérapeutiques. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup.